avec nous. Alors, on a une extraordinaire séquence qui s'ouvre maintenant, qu'on a appelée Chercher, mais euh, vous allez voir, dans différents domaines. À dominante, on va accueillir des chercheurs. Vous savez que on ne valorise pas assez la recherche, on ne les connaît pas assez, nos chercheurs, en France ou dans d'autres pays. Et donc, à Bionium Expo, on aime bien mettre en valeur des projets de recherche et des chercheurs qui bossent dans des unités de recherche ou des labos qu'on ne connaît pas forcément très bien. Ils ont souvent des projets assez fantastiques. Vous allez voir des sujets extrêmement divers et variés dans plein de domaines d'application. Ils vont nous émerveiller et nous réenchanter le vivant en nous expliquant à quel point il est inspirant et génial. Et donc, on va le faire en deux parties parce qu'ils sont assez nombreux et notamment, on va démarrer avec on a deux interventions en duo. Et donc, je demande pour l'instant à Johan et Fabrice de ne pas monter. On vous recevra tout à l'heure. On va faire une première séquence. Je vous demande pour l'instant, pardon, d'accueillir Stéphane Violet, Antoine Wistrach, Vincent Artero, Thomas Scheibel et Christine Rollard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Je veux bien aussi... Ah, Christine, merci beaucoup. Et Thomas Scheibel, merci infiniment. Donc on va démarrer cette séquence avec vous cinq. Merci beaucoup Thomas de nous rejoindre. Thank you very much for being here. Vous allez voir les histoires fantastiques que nous allons... Asseyez-vous, je vous en prie. Alors on va voyager à travers cette séquence. On va voyager, on va vous emmener faire quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait. Et ça sera avec Stéphane et Antoine. On va voyager à dos de fourmis du désert. On va parler d'énergie et de photosynthèse avec Vincent Artero. Ça fait partie des énormes projets stratégiques et mondiaux, les projets de photosynthèse artificielle. Et on a en France de l'excellence académique, magnifiquement représentée par Vincent. Merci infiniment d'être là. Donc on va parler d'énergie, cette chose fabuleuse que le vivant fait tous les jours sans le savoir. On va parler de cette autre chose fabuleuse qui est le fil d'araignée, la soie d'araignée, avec Christine Rollard du Muséum national d'histoire naturelle et Thomas Scheibel de l'université, je n'arrive pas à le dire, what's the name of the university? Bayreuth, voilà. Je savais bien, je préfère répéter. Et donc ça aussi, c'est un matériau exceptionnel qui nous fait tous rêver, dont on connaît les caractéristiques exceptionnelles. On va en parler avec vous, Christine et Thomas. Et puis, on parlera tout à l'heure, et parce que vous voyez, ils sont un peu nombreux, avec Johan Fournil, de confusion sexuelle par phéromone, c'est-à-dire c'est un substitut aux pesticides pour proposer à ces petites bébêtes de vivre paisiblement, mais sans forcément beaucoup d'enfants. Donc on ne va pas les tuer, mais on va les empêcher de se retrouver. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ME2 Life Sciences qui nous présentera ça tout à l'heure avec Johan Fournil. Et puis on terminera avec des histoires d'ours, là aussi fabuleuses. Fabrice Bertil, de l'Université de Strasbourg, qui nous racontera ses travaux sur l'ours et notamment sur l'hibernation de l'ours, pour voir comment cela peut nous inspirer tout un tas de choses, notamment pour lutter contre l'atrophie musculaire ou pourquoi pas, voyager dans l'espace. C'est pour ça qu'on en parlait un petit peu avec François Spiro du CNES tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, on va démarrer avec vous, Stéphane et Antoine. Je vous donne la zapette. Vous pouvez prendre un micro et faire un exercice de claquette comme vous le souhaitez pour nous parler de ces histoires fantastiques de fourmis du désert qui réussissent à retrouver le chemin du bercail sans GPS. Et vous avez réussi non seulement à vous en inspirer, mais à en développer une application concrète. Stéphane et Antoine sont prêtés à l'exercice de la démonstration sur le Lab Show tout à l'heure. Donc ils sont venus avec la bête. Merci beaucoup d'être là et de nous expliquer vos travaux et le résultat de vos travaux. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup Alain. Bravo pour la moquette. J'attends ma petite enveloppe blanche. Hein. Enfin bon, on s'arrangera. Donc, écoutez, je vais vous présenter nos travaux. Figurez-vous que je ne sais pas si ça va se lancer. C'est à moi de lancer ou... C'est à toi d'appuyer sur la flèche verte. Ok. Donc, figurez-vous que le pôle magnétique
magnétique, en ce moment, est en train de dériver. Le pôle magnétique bouge, hein, il est parti du Canada, vous voyez, dans les années 1900. Il est en train de se rapprocher de la Norvège en ce moment. C'est un phénomène qui s'accélère, qui remet en cause tous nos modèles de navigation. Il faut savoir aussi que le cap magnétique tel qu'on l'utilise actuellement, donc notre boussole aussi, est très perturbé par énormément de perturbations électromagnétiques qui existent dans nos environnements. Et il y a aussi des vrais problèmes avec le GPS. Le GPS ne passe pas toujours dans tous les environnements que l'on côtoie, notamment les forêts par exemple, ou les canyons urbains. Et donc ça pose beaucoup de problèmes de navigation pour apprendre à se localiser, enfin en tout cas pour se localiser sur Terre. Il existe d'autres stratégies, la nature nous propose des solutions tout à fait innovantes et intéressantes. Et ces solutions, elles existent notamment chez cette fourmi qui s'appelle Cataglyphis, qui a des capacités de localisation assez étonnantes, sans GPS et sans aucune cartographie. Là, je vais laisser la main à mon collègue Antoine Vistrage qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour et merci. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a plus de 13 000 espèces de fourmis recensées, donc il y a beaucoup de choses à faire en termes de biomimétisme. Et toutes les fourmis, en fait, bien qu'on ait tendance à penser qu'elles suivent ces pistes chimiques à la queue leu-leu, ne font pas ça. Il y a beaucoup d'espèces, en fait, dont celles qui vont chercher la nourriture pour la colonie s'aventurent à l'extérieur du nid en solo. Et donc, elles vont utiliser des informations qu'elles vont emmagasiner, apprendre, mémoriser elles-mêmes, des informations personnelles. Alors, c'est le cas de ces fourmis Cataglyphis. Il y a une centaine d'espèces dans ce genre de Cataglyphis qui vivent toutes dans des environnements où il fait extrêmement chaud. Et ça fait déjà plus d'un siècle que les naturalistes ont remarqué quelque chose chez ces insectes. C'est que vous allez voir un individu, comme je disais, qui va sortir tout seul de son nid. Alors là, on est dans le désert, les lacs salés de Tunisie, donc il n'y a pas grand-chose au niveau visuel non plus. Vous avez un beau ciel bleu au-dessus. Donc c'est des fourmis qui sortent que quand il fait très chaud. Donc comme ça, elles évitent la compétition. Personne d'autre n'est actif, il n'y a que elles. Elles supportent des températures jusqu'à 80 degrés au sol. Et du coup, elles vont s'aventurer afin de trouver des petits insectes déjà toastés sur le soleil. Donc chaque fourmi est capable de ramener l'insecte elle-même à son nid. Et c'est ce qu'ont observé les gens, c'est qu'une fois qu'une fourmi a trouvé un insecte, elle est capable de rentrer en ligne droite et de retrouver son nid qui peut être un tout petit trou à la surface du sol. Donc c'est un comportement assez bluffant à voir en réel, surtout que ces fourmis peuvent s'éloigner jusqu'à 600 mètres de leur nid et le retrouver sans problème. Voilà une citation par exemple de Jean-Henri Fabre, un des grands naturalistes. Alors il parlait d'un autre insecte, mais dans le même genre. Il retrouve une porte que rien n'indique, comme s'il y avait chez lui une sorte d'intuition des lieux, faculté indéfinissable, car l'inconnu ne peut avoir de nom. Parce qu'à cette époque, effectivement, il y avait des naturalistes qui pensaient qu'il s'agissait vraiment d'une force mystique qui attachait l'insecte à son nid. Il y avait d'autres scientifiques qui disaient non, ça doit être basé sur des sens qui nous dépassent peut-être, mais qu'on va peut-être réussir à découvrir. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, une des expériences qui a été faite d'ailleurs par un physiologiste français, Henri Pierron, donc ça fait en 1904, vous voyez, c'était sur une fourmi qui rentre de son nid dans cet environnement désertique. Il va la prendre et la déplacer d'une cinquantaine de mètres dans une direction donnée. Et ce qu'il a observé, c'est que la fourmi ne retournait plus à son nid, mais cherchait son nid, en fait, à 50 mètres sur le côté, comme si elle n'avait pas été déplacée. Et donc alors, il a pensé à quelque chose qu'il a appelé, c'est le sens moteur, que maintenant on appelle l'intégration du trajet. On est capable, nous aussi, en fait, l'intégration du trajet, une stratégie qui est partagée par énormément d'animaux, nous inclus. Les fourmis, ces fourmis-là en particulier, sont juste les championnes de l'intégration du trajet. L'idée, c'est que vous pouvez fermer les yeux même, faire, disons, 30 mètres dans une direction, un virage à 90 degrés, 30 mètres dans une autre direction. Vous êtes quand même capable de revenir à votre point de départ à peu près. Pourquoi ? Parce que pour faire ça, vous avez besoin d'enregistrer ou de mémoriser la direction et la distance que vous avez parcourue, et vous pouvez intégrer votre trajet pour revenir au point de départ. Alors, il faut une notion de distance et de direction. Donc comment font ces fourmis ? Donc, une petite expérience qui a été faite pour montrer comment elles estiment les distances qu'elles ont parcourues. C'est une expérience très intelligente où les chercheurs ont laissé les fourmis s'éloigner de leur nid, trouver de la nourriture à une cinquantaine de mètres. Et à ce moment-là, ils ont pris les fourmis au niveau de la nourriture et ils leur ont mis des petites échasses en poils de cochon. Ce qui fait que maintenant, les fourmis sont hautes sur pattes. Et chaque pas va être un petit peu plus long. Et là, ce qu'ils ont vu quand ils ont relâché ces fourmis du coup sur échasse, c'est qu'elles surestimaient la distance, elles tendaient à chercher leur nid trop loin par rapport à la vraie distance du nid. Et donc, ils ont conclu qu'effectivement, il y avait quelque chose basé sur le nombre de pas. Alors, il ne faut pas penser qu'elles comptent nécessairement les pas comme on pourrait le penser, mais elles sont capables d'estimer la distance en partie grâce au nombre de pas. Alors, pour ce qui est des directions, c'est ça qui va nous intéresser en particulier, une expérience qui a été faite, vous voyez, 10 ans après, c'était peut-être, ils utilisent des repères célestes.
Alors, ce qu'ont fait Félix Sanchi, qui est un chercheur suisse, c'est simplement qu'il a pris un miroir pour faire comme si le soleil apparaissait dans la direction opposée du ciel pour la fourmi. Donc en fait, il a réfléchi le soleil pour que la fourmi ait l'impression qu'il apparaît dans la direction opposée du ciel. Et quand il fait ça, on voit tout de suite sur son trajet retour, c'est tout à fait reproductible, c'est que la fourmi dévie. Donc il a conclu, oui, elle utilise le soleil comme compas, pas de problème. Par contre, bien qu'il ait réfléchi le soleil à 180 degrés, la fourmi n'a pas fait demi-tour à 180 degrés. Donc il s'est dit, il doit y avoir d'autres indices dans le ciel qu'elle utilise et qui sont invisibles pour nous, et il l'avait bien intuité, mais pour le coup, il a fallu attendre les années 80, où on a découvert qu'elles utilisaient aussi la polarisation. Alors, un petit mot sur la polarisation très rapide, c'est que les photons, quand ils viennent sur votre rétine, alors ils vont vers votre rétine, mais aussi ils vibrent dans une direction. Donc ils peuvent vibrer de bas en haut, de gauche à droite ou en diagonale, par exemple. Notre œil d'humain n'est pas capable de détecter le sens de cette vibration. On n'est pas capable de détecter l'axe de polarisation de la lumière. Mais l'œil des insectes, ce qu'ils ont découvert, c'est que si vous regardez l'œil des insectes, on le voit très bien sur cet insecte qui n'est pas une fourmi pour le coup, vous voyez à la surface violette de cet œil, c'est-à-dire toutes les facettes qui pointent vers le ciel, sur le dessus de l'œil, il y a une zone spéciale où les omatidis, si vous faites des sections, alors là vous voyez par exemple, j'ai pas de laser ? Non, j'ai pas de laser. Vous voyez deux omatidis, une section d'omatidis, et vous allez voir, vous voyez que sur l'omatidie du haut, il y a des microvilli dans ces cellules réceptrices de lumière qui sont bien ordonnées de haut en bas afin de détecter la polarisation. Alors nous, dans notre œil, les récepteurs sont dans n'importe quel sens, donc que la lumière soit polarisée de bas en haut ou de gauche à droite, ça ne change rien. Mais pour les insectes, sur cette partie de l'œil spécialisée, certaines cellules réceptrices vont détecter que la lumière si elle est polarisée dans le bon sens. Alors, sans partir dans les détails, mais c'est quand même bien étudié maintenant, on peut voir les relais neuronaux dans le cerveau des insectes, qui est quand même compliqué. Ça va jusqu'à 1 million de neurones. Chaque neurone fait des centaines de milliers de connexions qui changent à la seconde près. Donc on est loin encore d'arriver à une compréhension fine. Mais des chercheurs ont suivi un petit peu l'information de cette lumière polarisée dans le cerveau. Et on arrive à une zone centrale du cerveau, après 3-4 relais. Et là, on voit que les neurones s'activent à chaque fois que la fourmi est dans une direction très précise. Donc, pour une direction donnée, ça va être un neurone, la direction d'après un autre neurone. Donc, en fait, elle a un compas dans la tête, un compas permanent qui dit de façon continue à la fourmi quelle est son orientation du moment, basée sur ce compas céleste. Alors là, effectivement, le pôle magnétique peut dériver, ce n'est pas un problème pour ces fourmis. Donc ça, c'est juste pour vous donner une échelle de l'efficacité de l'intégration du trajet chez les fourmis. Vous voyez l'échelle, cette fourmi peut avoir marché peut-être jusqu'à 1 km, 1,5 km, elle peut s'éloigner du nid jusqu'à 500 mètres, et malgré qu'elle ait fait ce trajet très compliqué, elle est tout de même capable de rentrer, grâce à l'intégration du trajet, de façon très précise jusqu'à son nid. Donc je vais repasser le micro à Stéphane Violet pour voir qu'est-ce qu'il en a fait avec les robots. Merci Antoine. Donc on a créé le robot Handbot dans mon équipe biorobotique à l'Institut des sciences du mouvement avec mes collègues Julien Dupérou, qui était doctorant, qui a fini sa thèse, et Julien Serre, qui est maître de conférence dans l'équipe. Donc nous avons conçu ce robot, qui est donc ce robot inspiré de la fourmi du désert. C'est un robot qui va nous permettre de valider déjà les principes issus de la biologie, donc issus de ce que vient de vous raconter Antoine, puisque pour nous, créer un robot, c'est une manière de valider notre connaissance que l'on a du vivant, parce que ce robot va être confronté au même environnement que la fourmi, notamment à la lumière polarisée du ciel qui va lui permettre de s'orienter. Donc on a conçu ce robot qui va mesurer la lumière polarisée du ciel pour s'orienter. Il va pouvoir mesurer la distance qu'il parcourt avec ses pattes, ses foulées qu'il va générer. Chaque foulée fait tant de centimètres. Et il va pouvoir aussi utiliser un capteur qui regarde en direction du sol, un capteur optique qui va lui permettre d'estimer sa vitesse d'avance par rapport au sol. En intégrant et en traitant ces trois informations, il va pouvoir quitter un point, comme vous allez pouvoir voir tout à l'heure, explorer son environnement, faire une quinzaine de mètres et revenir tout droit au nid avec une précision centimétrique. Alors là, la lumière polarisée, juste pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe, puisqu'on n'est pas du tout sensible à cette lumière dans le ciel, si vous prenez comme ici une rosace constituée de films polarisants, c'est les mêmes films que vous avez dans vos lunettes de soleil polarisées, eh bien vous pouvez, vous voyez, la faire tourner, et vous voyez une zone plus sombre qui se distribue, et des zones plus claires. Et cette zone plus sombre, quand vous faites tourner la rosace, vous voyez qu'elle reste toujours au même endroit. Donc en fait, ça si on est capable de placer derrière chaque petit filtre de la rosace des pixels, ils vont mesurer des intensités différentes, une distribution d'intensité différente, et cette distribution d'intensité peut être utilisée pour remonter à l'information de cap par rapport au ciel.
D'ailleurs, les abeilles, les mouches utilisent aussi ce cap, cette boussole céleste pour s'orienter. Donc on a développé une boussole pour le robot Handbot. Donc ici, donc, on avait juste un pixel. En fait, on en a deux. Et puis on fait tourner au-dessus de ce pixel un film polarisé. On obtient un signal que l'on traite mathématiquement pour remonter à l'information de cap. Ici, vous voyez les deux yeux qui tournent de manière synchronisée grâce à un robot. Ces deux yeux, donc constitués de 2 pixels, sont sensibles aux ultraviolets. Ça nous permet de voir à travers les nuages et donc de pouvoir aussi naviguer et s'orienter même en présence d'un ciel nuageux. Donc voici un exemple de trajectoire du robot Handbot. À gauche, vous avez la fourmi, comme l'a présenté Antoine. Ici, les échelles ne sont pas les mêmes au niveau des distances. Il y a à peu près un facteur 10. Donc on est encore loin des performances de la fourmi, mais néanmoins, vous voyez qu'à droite, le robot est parti d'en bas à droite. Il a suivi la trajectoire en gris clair. Donc il est passé par des points de passage qu'on lui a imposés. Et à un moment, au dernier point de passage, le robot prend la décision de rentrer tout seul au nid, rentrer tout seul donc à son point de départ. Et ici, sur cette trajectoire, nous avons obtenu, et nous l'avons montré plusieurs fois aussi, c'est très répétable, une précision de l'ordre du centimètre. Je vais vous montrer une vidéo qui montre aussi les performances du robot Handbot. On l'a placé à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il faut que je rappuie? Oui, voilà. Donc, vous voyez, le robot part du coin inférieur gauche. Il marche sur un environnement texturé pour pouvoir mesurer sa vitesse d'avance optiquement. Là, on a accéléré un peu la vidéo. Donc, vous voyez, il va passer par tous les points de passage qu'on lui impose. Et ensuite, vous allez voir que le robot prend la décision de rentrer quand il est passé par le dernier point de passage. On a réalisé ces expériences avec différentes conditions lumineuses, différentes conditions nuageuses aussi. Voilà, il est bientôt terminé. Il va arriver à son dernier point. Donc là, il a fait à peu près 15 mètres. Et là maintenant, vous allez voir, il prend la décision de revenir à la maison par lui-même. Donc il a une estimation de quelle direction il doit suivre et aussi de la distance qu'il doit parcourir pour arriver au point de départ. Quand il estime qu'il est arrivé, il s'arrête et on regarde avec quelle précision il est arrivé au point de départ. Comme vous pouvez le voir, la précision est très bonne. Voilà, donc je voulais juste finir cette présentation avec un petit résultat assez inédit qu'on a observé souvent avec mon collègue Antoine, c'est que si on remplace la fourmi par nous, donc par Antoine et moi, et puis si on remplace le nid par la maison, on peut voir aussi qu'entre la maison et le bar, on a une trajectoire absolument rectiligne. On est capable d'y aller directement. Par contre, au retour, comme vous pouvez voir, la trajectoire est beaucoup plus complexe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est sidérant à la fois les explications d'Antoine et puis ce que tu as pu en faire en biorobotique derrière Stéphane. Juste une question, on peut prendre une ou deux questions de la salle si vous le souhaitez. Vous en êtes où en termes de... C'est quoi les prochaines étapes? Quelles sont les applications possibles? Oui, alors au niveau application, on va démarrer une thèse CIFRE avec le groupe PSA parce qu'on a un Open Lab avec eux. Et donc on va démarrer le développement d'une boussole céleste qui va être intégrée dans le véhicule, de manière à compléter les mesures classiques fournies par une boussole magnétique et par un GPS. Donc on va essayer d'intégrer une boussole céleste inspirée de la fourmi dans le véhicule. D'accord. Est-ce que, comme on l'a un peu vu avec Prophétie ce matin, ou pas, je ne sais pas, on n'a pas préparé la question, mais est-ce qu'on économise de la data, de l'énergie, ou enfin voilà, est-ce que ça, comme ça fonctionne pas pareil, quelles sont les différences? Oui, de toute façon, c'est aussi un avantage d'aller s'inspirer de la nature, c'est qu'on peut voir que là, par exemple, notre boussole, elle n'a que 2 pixels. Et donc l'idée, c'est d'être très parcimonieux parce qu'on sait que la nature, notamment la fourmi, notamment si on va aussi voir ce que fait la fourmi en termes de ressources neuronales, c'est très parcimonieux. Elle est capable pour autant d'arriver à avoir un traitement assez complexe de son environnement, mais avec peu de ressources neuronales. Et là, on voit aussi qu'avec peu de pixels, on arrive aussi à faire des choses très intéressantes. Donc on va vraiment dans ce sens-là. Ouais. Formidable, merci beaucoup. Merci. Il y a une question ou pas? Il y a quelqu'un? Ah oui, là-haut, là-haut, là-haut. Merci beaucoup. Oui.
vous avez dit que l'autonomie dans nos bots, c'était 15 minutes. Est-ce que vous pouvez l'améliorer ou pas? Alors malheureusement, c'est même moins de 15 minutes, parce qu'il fait 15 mètres et après, enfin, il peut être capable de rentrer, mais après, on a des vrais problèmes d'échauffement de moteur actuellement. Donc on est en train de revoir complètement la plateforme robotique pour dépenser beaucoup moins d'énergie, en tout cas que ces actionneurs, ces moteurs chauffent beaucoup moins. Merci beaucoup. Bon, vous aurez Merci. l'occasion de. Merci beaucoup, Antoine Violet pardon, Stéphane Violet et Antoine Vistrache. C'est comme ça, hein. Je ne l'avais pas bien dit au début. Ouais. Merci beaucoup. On va rester dans l'énergie. Oui.